Je vais laisser la parole au professeur Olivier Boutin pour une présentation donc, du laboratoire M2P2. Merci à vous et bon webinaire. Alors, merci Stéphane. Est-ce que vous confirmez que vous m'entendez, que vous voyez ma présentation? Je vous confirme, c'est parfait. Ah ben, c'est super. Bonjour à tous. Je remercie tout d'abord Monsieur Moutard et Novachim de nous donner l'opportunité à nous et à d'autres laboratoires de l'université de présenter un petit peu nos activités et ce que nous faisons. Et je les remercie également, et en particulier Stéphane, donc pour l'organisation de ces présentations. Et je vous remercie également à tous les participants d'assister à cette présentation. Donc sur le laboratoire M2P2, mécanique, modélisation et procédés propres, on a un site internet, je vous donne tout de suite, m2p2.fr, très simple, sur lequel vous trouverez tous les contacts et d'autres informations que tout ce qui va pouvoir vous être présenté ce matin. Donc le laboratoire est dirigé par Pierre Sagot, qui est également professeur à l'université. Je suis donc moi le directeur adjoint, Olivier Boutin, professeur à l'UFR Sciences de l'Université en génie des procédés. Et donc dans l'équipe de direction, on a également Sophie Baudin, qui est responsable administrative du laboratoire. Alors, voilà. Quelques petites données, comme ça a été dit en introduction. Donc, nous avons deux champs disciplinaires, le génie des procédés et la mécanique des fluides. Je dirais quelques mots quand même sur la mécanique des fluides numériques qui concerne aussi une partie du laboratoire. Je crois que ça a été dit aussi, donc nous dépendons de 3 tutelles, Aix-Marseille Université, le CNRS et Centrale Marseille. Le laboratoire est localisé sur 2 sites, l'Arbois qui est à côté de la zone des Milles à Aix-en-Provence, où nous avons 750 m² de locaux, et à Château-Gombert, donc à Marseille, où nous avons 1200 m² de locaux, et nous appartenons à 2 écoles doctorales, la 251, peu importe le numéro, sciences de l'environnement, et une école doctorale qui concerne les sciences pour l'ingénieur. Nous avons 2 plateformes technologiques qui sont labellisées par l'AMU et le CNRS, qui sont SNA3 pour simulation numérique en aérodynamique, aéroacoustique et aérothermie, et une plateforme, le génie des procédés, qui comprend un certain nombre de pilotes et d'outils de mesure et d'analyse, dont certains exemples vous seront donnés aujourd'hui par les responsables d'équipe. À ce jour, à date, aujourd'hui, nous sommes 36 chercheurs, donc CNRS pour les chercheurs et enseignants-chercheurs, qui peuvent être des enseignants-chercheurs donc à l'École centrale de Marseille ou à Aix-Marseille Université. Nous avons 7 personnels administratifs et techniques pour l'encadrement à la fois des activités numériques et expérimentales en procédés. Et donc, à ce jour, 76 non permanents, des doctorants, des postdoctorants, des ingénieurs, etc. Le laboratoire est organisé, je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais donc avec une équipe de direction que je vous ai présentée. 2 instances importantes, le conseil de laboratoire, qui débat de certains aspects sur l'organisation et la vie du laboratoire et aussi certains aspects scientifiques du laboratoire, en particulier par exemple des appels à projets en interne, et un comité de direction qui comprend l'équipe de direction ainsi que les responsables des 6 équipes de recherche. Sur la gauche, donc, on a la présentation des services d'appui à la recherche, donc administratifs et financiers, communication, informatique, appui expérimental et appui au calcul numérique. Et sur la droite, des chargés de mission correspondants, tout ce qui est prévention, formation, etc. Et les autres éléments, je vous les ai déjà présentés. Comme je n'ai que 5 minutes, je vais essayer de faire dans l'efficacité. Notre laboratoire a une forte reconnaissance académique et industrielle, donc on a une recherche qui est à caractère finalisé, en lien avec des enjeux économiques et sociétaux. À peu près un tiers de nos partenaires sont des partenaires privés. Et en termes de contrats, sous différentes formes, on a à peu près 2,5 millions d'euros par an pour l'ensemble du laboratoire. Mais également une recherche académique, puisqu'on a plus de 4 articles par permanent et par an en moyenne, ce qui est un chiffre assez important. Sur la répartition des contrats, on voit ici
à peu près 50% de contrats purement académiques et 50% de contrats soit partenariales, c'est-à-dire, par exemple, il peut y avoir des partenaires industriels dans le cadre d'appels à projets comme l'ANR, par exemple, ou contractuels pour un quart à peu près, c'est-à-dire avec des contractualisations directes avec des partenaires industriels. Nous présentons également une dimension internationale, donc 50% des publications sont avec des laboratoires étrangers. Nous accueillons des chercheurs invités de différents pays. On a une vingtaine de nationalités différentes chez les doctorants et les postdoctorants, ce qui représente à peu près la moitié de nos effectifs, l'autre moitié étant des doctorants et postdoctorants français. On a également une forte implication en enseignement, parce qu'on a une grande partie des effectifs qui sont des enseignants-chercheurs, donc en particulier au sein de l'UFR Sciences de l'université en master et licence mécanique et génie des procédés, des intervenants, des enseignants à l'École centrale de Marseille et toujours à l'AMU, à l'IUT, avec 3 départements, génie thermique, génie des procédés et chimie. Alors pour donner une petite idée sur les personnels non permanents actuels, on en a 76, on a une apprentie, 21 postdoc ATER ingénieurs et 54 doctorants qui ont ce type de financement, des contrats doctoraux, donc ça c'est des contrats on va dire qui viennent du ministère, des contrats publics, 13 contrats CIFRE, donc ça c'est des contractualisations directes avec des partenaires industriels, et 31 thèses d'autres financements, typiquement des EPIC comme le CEA, l'INSERM, ou des thèses directes, qui ne sont pas forcément des CIFRE, directement avec des partenaires privés. Quelques mots sur les orientations scientifiques en mécanique des fluides. Cette activité est basée sur la modélisation physique et mathématique pour réaliser la simulation numérique. Donc, il s'agit de comprendre, modéliser, simuler, optimiser, contrôler, donc sur des mécanismes physiques élémentaires jusqu'à des systèmes beaucoup plus complexes. Donc, c'est des recherches qui allient à la fois des aspects de physique, de mécanique, de méthode numérique et de mathématiques appliquées pour développer les codes. C'est une recherche qui est basée sur des codes développés au laboratoire, des codes spécifiques. Et donc, la production scientifique, évidemment, il y a des publications, mais cette partie-là, la production scientifique, c'est beaucoup de logiciels sous licence. En ce qui concerne le génie des procédés, qui va être détaillé beaucoup plus largement ce matin, les orientations scientifiques sont centrées sur des problématiques liées au développement des procédés sous contrainte environnementale, que ce soit sur le procédé lui-même pour diminuer son impact sur l'environnement, pour développer des procédés propres et sûrs, ou en aval de la filière, par exemple pour la valorisation et le traitement des fluides, qu'ils soient liquides, gaz ou solides. Donc on a une approche qui est assez complète à partir de l'expérience, et j'insiste sur ce point. On a un laboratoire où, en termes de génie des procédés, où on est basé sur les expériences. On a de nombreux pilotes à différentes échelles et aussi des outils spécifiques qui permettent de faire des caractérisations fines de certaines problématiques de thermodynamique, de transfert de matière, etc. Et à partir de là, de ces expériences, ça sert de base à la modélisation, la simulation des filières, jusqu'au transfert technologique, l'extrapolation des procédés, qui là évidemment se fait en partenariat direct avec nos partenaires du privé. Donc ce laboratoire est structuré en 6 équipes. La première dans le sens où ça apparaît, s'appelle Instabilité, turbulence et contrôle, dirigée par Julien Favier. On va voir les applications. Donc là, c'est de mécanique des fluides numériques, des applications dans le domaine du transport, par exemple avec Airbus, Renault, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'environnement, également des applications biomédicales. C'est l'illustration qu'il y a ici sur des écoulements liés au mucus ou aux problèmes cardiovasculaires. À droite, l'équipe tonique, thermodynamique, ondelet de combustion aux interfaces, dirigée par Pierre Boivin, avec des applications en combustion, beaucoup, donc dans le domaine du spatial avec le CNES, avec les feux, également dans des aspects de sécurité nationale. Et l'équipe Prométhée, procédés mécaniques aux petites échelles, dirigée par Pierrette Guichardon. Et à partir de là, je vais moins détailler, puisque vous allez avoir des présentations sur cette équipe et sur ces 3 équipes suivantes. Donc l'équipe procédés membranaires, dirigée par Philippe Moulin, l'équipe procédés fluides supercritiques, dirigée par Christelle Crampon, et l'équipe traitement des eaux et déchets, dirigée par Jean-Henri Ferras. Voilà pour une courte présentation du laboratoire M2P2, et donc les 4 dernières équipes que j'ai citées vont faire l'objet maintenant de présentations
nettement plus développé. Merci, professeur Boutin, pour cette présentation générale. Donc, maintenant, je laisse la parole au professeur Philippe Moulin, qui va présenter donc les travaux du laboratoire, de son laboratoire procédés membranaires. Voilà, Philippe. Alors, attends, je suis en train d'essayer de partager. Évidemment. J'ai tout à l'heure. Vas-y, passe à Christelle, parce que je n'arrive pas à mettre en route. D'accord. J'y vais. Bon, allez, Christelle, qui va nous présenter, donc docteur Christelle Crampon, qui va nous présenter l'équipe fluide supercritique. Voilà, c'est parti. Bonjour à tous. Donc, je suis Christelle Crampon. Je vais vous présenter quelques activités donc, de l'équipe procédés et fluides supercritiques. Or, nous sommes 5 permanents, 5 enseignants-chercheurs. Actuellement, nous avons 6 doctorants. Bien sûr, nous accueillons régulièrement des postdocs, des ingénieurs d'études et des stagiaires. Et nous avons le soutien technique avec Emmanuel et Jean-Paul. Donc, le but de l'équipe procédés et fluides supercritiques est de développer des procédés propres et innovants utilisant le CO2 supercritique. Et donc, ces procédés sont l'extraction sur matière solide, le fractionnement de mélanges liquides et de suspension, la cristallisation, précipitation, l'élaboration de systèmes à libération contrôlée par encapsulation, imprégnation, et enfin la stérilisation. Alors, ça passe pas. Ça reste coincé. Alors, ça va... Non, je n'arrive pas à passer mes slides. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Oui, on t'entend. Je peux prendre la main aussi. Ça y est. Alors, pardon. Alors, pourquoi les fluides supercritiques? Donc, vous avez ici un diagramme de phase des corps purs, pression en fonction de la température. On parle de fluide supercritique lorsque le fluide est porté au-delà du point critique, donc au-delà de la pression critique et de la température critique. Sous ces conditions particulières, le fluide a des propriétés intermédiaires entre celles des liquides et celles des gaz, et notamment sa masse volumique qui est proche de celle des liquides, ce qui lui confère un bon pouvoir solvant, et sa viscosité est proche de celle des gaz, ce qui lui permet de bien pénétrer dans les matrices. Donc, on peut mettre en place des procédés intéressants. Et de plus, les propriétés des fluides supercritiques sont fortement modifiées avec les conditions de pression et de température appliquées. On parle de solvants à géométrie variable. Donc, en focalisant plus particulièrement sur le CO2 supercritique, décidément, ça coince. Hein, j'ai du mal à passer mes slides. Hein. Donc... Tu devrais peut-être couper ta caméra, Christelle. Ouais. Ok. Bah, peut-être, hein, je ne sais pas. Ça va peut-être améliorer, ça va peut-être fluidifier si tu coupes ta caméra. Clac. Voilà. Ça ne marche pas plus. Hein. Non. Je vais reprendre la main. Comme ça, je vais les passer. Bien, parce que... Hop, voilà. Hop. Voilà. Et tu as juste à me dire suivant et je le ferai. S'il vous plaît. Hop. Non, celui-là. Le suivant, ouais, s'il vous plaît. Oui, je Bah, je sais pas, c'est pas... Voilà. C'est bon. Donc, alors, pourquoi le CO2 supercritique? Bon, bah, tout d'abord, c'est un solvant propre qui a une température critique facilement accessible, hein, 31,1 degrés Celsius, ce qui permet de mettre en place des procédés sous faible température. C'est un composé qui est sélectif envers les composés peu polaires, mais on peut améliorer sa sélectivité envers les composés polaires en lui associant un cosolvant ou en travaillant vers des pressions très élevées. Enfin, on peut mettre en place des procédés compacts avec aucun solvant résiduel dans les produits formés, car on a une séparation des produits
avec le CO2 supercritique par simple dépressurisation, le CO2 étant gazeux à pression et température ambiante. Enfin, le CO2 supercritique est biocide. Vous pouvez passer, s'il vous plaît, Stéphane. Alors maintenant, je vais vous montrer quelques exemples d'applications procédé par procédé, en commençant par l'extraction par CO2 supercritique sur matière solide. Donc c'est un procédé que nous connaissons depuis de nombreuses années, près de 20 ans. Nous avons pour habitude de faire de l'extraction de lipides neutres, mais également de composés à haute valeur ajoutée à partir de microalgues sèches ou de graines oléagineuses. Et sur cette thématique, d'ailleurs, nous avons actuellement une thèse en collaboration avec le CEA et la société Ecocinia pour l'extraction de composés à haute valeur ajoutée à partir de spiruline. Nous collaborons également avec la société Symrise pour la valorisation de déchets de l'industrie alimentaire pour la cosmétique et avec la société Le Rouge français pour l'extraction et la stabilisation de pigments à partir de plantes tinctoriales. Vous pouvez passer, s'il vous plaît. Donc, lorsque l'on applique le CO2 supercritique pour faire de la séparation de mélanges liquides ou de suspension, on parle de fractionnement. Et l'intérêt, c'est de pouvoir mettre en place un procédé continu. Et pour cela, donc, on utilise des colonnes garnies à contre-courant. Et nous travaillons donc au développement d'outils pour la mise en place du fractionnement supercritique à l'échelle industrielle, car effectivement, les outils qui sont mis en place aujourd'hui pour l'extrapolation industrielle et qui existent pour les séparations gaz liquide et liquide-liquide ne peuvent pas être utilisés tels quels pour le fractionnement supercritique. Alors, nous avons eu une belle collaboration en parfumerie avec la société Bontou à Saint-Auban-sur-Oubèze. Ça consistait au fractionnement d'un mélange complexe issu de la sauge sclarée pour purifier le sclaréol. Et justement, notre procédé, notre fractionnement par CO2 supercritique, a permis d'obtenir donc une fraction très enrichie en sclaréol sans une impureté qui était indésirable et que la distillation moléculaire ne parvenait pas à séparer. Et aujourd'hui, nous appliquons le fractionnement à des suspensions microalgales pour la récupération de lipides neutres, mais bien sûr en ayant l'idée également de récupérer des composés à haute valeur ajoutée. Nous avons déposé un brevet européen qui maintenant a été étendu à l'international US et nous avons bénéficié pour la maturation d'un financement de la SAD Sud-Est. Vous pouvez passer, s'il vous plaît. Vous pouvez passer, s'il vous plaît. Ça passe pas. Ouais. Ah. Voilà, merci. Donc, nous faisons également de la cristallisation-précipitation en milieu CO2 supercritique. Parce que le CO2 supercritique permet de mettre en place des procédés compacts, on a finalement un bon contrôle des cristaux formés en termes de polymorphisme et de taille de particules. Alors, nous nous intéressons plus particulièrement à la cristallisation de principes actifs polaires pour la pharmaceutique. Et dans ce cas, nous utilisons le CO2 comme un antisolvant. Donc, par exemple, ici, une de nos dernières thèses sur le sujet consistait en précipiter de la quercétine et de la rifampicine. Et nous nous intéressons également à la précipitation de matériaux inorganiques en collaboration avec la société Solvay. Mais bon, non seulement nous sommes capables donc de former des particules dont nous contrôlons effectivement le polymorphisme et la taille, mais nous avons besoin également, nous avons besoin également de comprendre ce qui se passe en milieu CO2 supercritique et nous faisons de la modélisation des propriétés des cristaux. Ça a été l'objet de la thèse de Sébastien Clair et après sa thèse, Sébastien a monté une société, la société Cristolab, qui est une société venture avec AMU. Donc, lorsque l'on a précipité donc, des particules, on s'aperçoit que souvent, on a besoin de les stabiliser en les coprécipitant avec un excipient, ou on peut également avoir besoin de les protéger avec, en les encapsulant. Et ça peut permettre également de faire des systèmes à libération contrôlée. Donc, ce serait la slide suivante, s'il vous plaît. Merci.
Et donc, la dernière thèse sur le sujet consistait à encapsuler des acides nucléiques dans des nanoliposomes. Mais on a également eu la possibilité de travailler en coprécipitation, donc de principe actif, avec de l'éthylcellulose. Une autre manière de faire des systèmes à libération contrôlée, c'est de faire de l'imprégnation. Et le sujet le plus abouti de l'équipe, c'est l'imprégnation d'implants intraoculaires par des médicaments. En effet, ces implants intraoculaires donc, sont placés dans l'œil à la place du cristallin. S'ils sont justement imprégnés de médicaments, on peut avoir justement des systèmes à libération contrôlée pour éviter les surinfections après la chirurgie. Donc, des brevets ont été déposés et surtout une collaboration avec eVision Group, un groupe chinois qui dispose de beaucoup d'hôpitaux en Chine et qui est capable de faire des essais cliniques de grande envergure. Et d'ailleurs, un laboratoire hors mur a été créé avec ce groupe. Vous pouvez passer, s'il vous plaît. Et enfin, je vais terminer avec la thématique du nettoyage, mais surtout la thématique de la stérilisation par CO2 supercritique, car le CO2 a des propriétés biocides. Donc, nous travaillons dans le projet PSPC Fast CO2, qui consiste en la stérilisation et la fonctionnalisation de dispositifs médicaux en polymère, et donc, on veut les stériliser par CO2 supercritique. Nous collaborons avec la société Lattice Medical, qui est spécialisée dans les dispositifs médicaux de reconstruction mammaire, et avec la société Cousin Biotech, qui dispose d'un plus large spectre d'implants. Donc, non seulement il faut que l'on arrive à trouver des conditions opératoires d'abattement efficaces de ces micro-organismes, mais nous devons également vérifier que le CO2 supercritique ne modifie pas justement les propriétés des polymères. Et donc, nous faisons également en parallèle des études de sorption et de gonflement de polymères. Vous pouvez passer, s'il vous plaît. Donc, voici les appareillages dont nous disposons. Nous avons des appareillages à l'échelle laboratoire, des appareillages à l'échelle pilote, et nous collaborons avec la plateforme Atelier Fluide Supercritique qui permet de faire des essais à échelle industrielle. Voilà, je vous remercie pour votre attention. La slide suivante vous résume finalement les collaborations que nous avons pu avoir. Alors, je m'excuse pour Il n'y a pas de souci, non. le cafouillage, voilà. Il n'y a pas de souci, merci, merci Christelle. J'ai une question pour vous. On voit que, donc, que grâce aux propriétés de la fluide supercritique, il y a beaucoup d'applications dans beaucoup de secteurs d'activité, hein, avec des collaborations en entreprise. Donc, on a chimie fine, cosmétique, parfum, dispositifs médicaux. Moi, j'avais une question sur la partie fractionnement par CO2 supercritique des mélanges liquides et suspensions. Donc, vous parliez de procédés qui peuvent être adaptés à l'échelle industrielle. Et donc, c'est des études qui… Je voulais savoir si ces procédés pouvaient être facilement adaptés en continu ou au moins semi-continu. Ils sont déjà en continu, voilà. Le fractionnement est vraiment un procédé continu parce qu'on travaille dans des colonnes garnies à contre-courant. Donc, en fait, c'est un procédé parfaitement continu. D'accord, d'où la possibilité de passer à des échelles supérieures chez industrielles. Merci. Atelier Fluide Supercritique dispose de colonnes de fractionnement à échelle industrielle. Avec une échelle pilote pré-industrielle, c'est ça? Plutôt industrielle, hein, puisque la colonne fait 8 mètres. D'accord, bon, bah, c'est bon à savoir. Bon, ben, merci beaucoup. On va passer à la présentation de Philippe, donc que je vais mettre. Alors, je ferme les onglets et je vais ouvrir la présentation de Philippe. Je suis désolé. Voilà, voilà, mais c'est pas grave, on s'en sort. Et donc, bonjour à tous. Donc, je vais commencer à vous parler donc, de l'équipe procédés membranaires, donc, qui regroupe une vingtaine de personnes. Donc, si tu peux changer de slide après. Donc, l'objectif de l'équipe est relativement simple. On va essayer d'améliorer des procédés qui sont bien évidemment limités par le colmatage, essayer d'améliorer leur conduite. On ne fabrique pas de membrane, par contre, on aide les fabricants de membranes à concevoir des géométries un peu innovantes et on va jusqu'au développement industriel de ces procédés dans différents enjeux environnementaux, sociétaux, et avec beaucoup de partenariats industriels, puisque 95% de notre activité est contractualisée. Donc, le slide suivant.
Donc, rapidement, les principaux procédés membranaires qu'on utilise pour les positionner par rapport à un filtre à sable. Donc, le plus mauvais des procédés membranaires, qui est la microfiltration, a un seuil de coupure qui est déjà 100 fois plus faible qu'un filtre à sable. Et on va arrêter tout ce qui est bactéries, matières en suspension. L'ultrafiltration va permettre d'arrêter en plus tout ce qui est virus, macromolécules. C'est le procédé qui est par exemple utilisé pour produire de l'eau potable à partir d'eau douce en France. Ensuite, on aura la nanofiltration. On va arrêter les composés organiques relativement fins. Les sels dissous bivalents, c'est un procédé très utilisé en pharmaceutique. Et ensuite, on a l'osmose inverse, où là, par contre, on va arrêter la totalité des espèces, y compris les sels dissous monovalents. Et c'est le procédé qui est utilisé pour produire de l'eau potable, par exemple, à partir d'eau de mer. Donc, j'ai décidé au niveau présentation de vous donner 4 exemples industriels sur lesquels on travaille et sur lesquels on est en développement industriel actuellement. Donc, le premier, tu peux changer. Le premier concerne la réutilisation de solvants organiques. Donc, pour cela, on est un des seuls labos en France à avoir un pilote de taille semi-industrielle qui vous est présenté. Là, l'objectif, c'est de faire du reuse de solvants industriels dans l'industrie pharmaceutique où il n'y a pas de modification du solvant. Le solvant sert juste d'étape d'extraction et polluer en sortie. Donc, si le slide suivant, donc le pilote est positionné sur le slide suivant, donc sur un site industriel où on va coupler de la distillation pour arriver jusqu'à l'azéotrope, puisque la distillation est quand même un procédé beaucoup moins cher que la pervaporation. Et ensuite, une fois qu'on est à l'azéotrope, on va passer au niveau de la pervaporation, de manière à pouvoir régénérer, comme vous le voyez ici, un solvant à une pureté de 99,96%. Il est beaucoup plus pur hein, que le solvant qu'achète l'industriel. Et ça permet, sur cette industrie-là, qui utilise plus de 2000 tonnes par an de solvant, d'avoir un retour sur investissement très très rapide. La productivité est à peu près de 5 kg par heure et par mètre carré pour ce produit-là. Le slide suivant. Donc le slide suivant, c'est un projet ANR qu'on a en collaboration avec l'équipe traitement des eaux que Jean-Yves présentera tout à l'heure. Le principe, c'est de travailler sur le développement d'un procédé zéro rejet, tout rejet pardon, à partir d'un effluent. Donc l'effluent est concentré par membrane. Généralement, en sortie membrane, on obtient un très grand volume de perméat très pur, bien purifié, et un concentrat de très faible volume mais très, très pollué. Donc par oxydation en voie humide derrière, on va pouvoir le traiter. Et en remélangeant les deux derrière, on va pouvoir avoir en sortie normalement quelque chose qui peut être rejeté dans la nature. Et les effluents qui sont visés ici sont les lexivia, les effluents de l'industrie, pharma, de la pétrochimie. On regarde aussi tout ce qui est eau usée, etc. Donc, c'est des procédés qui sont très compliqués à traiter pour les effluents et qu'on essaye de traiter pour pouvoir rejeter dans la nature. Et éventuellement, si possible aussi, on peut récupérer du perméat pour du reuse. Donc, l'application suivante. Alors, l'application suivante, alors il y avait une animation, mais bon, elle va sauter. Donc, à l'animation suivante, pour faire simple, on est dans le domaine de la conchiculture et de l'ostréiculture. Donc, on a depuis 4 ans les 3 projets européens implantés l'ultrafiltration dans l'aquaculture à différents endroits. On va prendre de l'eau de mer et on va la purifier de tout agent pathogène pour pouvoir alimenter les huîtres, les larves d'huîtres et de fécondation. On va aussi produire de l'eau ultra pure pour faire des cultures de microalgues. Des cultures de microalgues servant de nourriture ensuite aux coquillages. Tous ces élevages-là génèrent des effluents avec des choses qu'il ne faut pas acheter dans la nature, en particulier lorsqu'on est sur des géniteurs polyploïdes qui risquent de rendre le milieu extérieur stérile. Donc dans ces cas-là, il faut des procédés fiables qui permettent d'arrêter toutes les gamètes, ovocytes et spermatozoïdes pour ne pas les rejeter dans la nature. Et puis en cas de pollution forte du milieu marin, on a regardé aussi l'implantation du reuse dans ce type de ferme conchylicole qui représente à peu près 80% de la production des huîtres en France et dans le monde. Et donc là, on fait du reuse de manière à pouvoir circuler en circuit fermé. Donc le slide suivant est un des exemples où vous voyez les cultures de microalgues qui commencent à l'échelle Erlenmeyer. Ensuite, il y a un transvasement à l'échelle de litres. Et on finit par les grosses crobes de 300 litres que vous voyez qui sont alimentées en eau ultra filtrée dans lesquelles les pathogènes sont éliminés, ce qui évite que la culture de microalgues descende et de produire en permanence. Slide suivant. Donc le slide suivant, alors
Ouais, donc, c'est pas l'animation, mais donc le slide suivant concerne le traitement des fumées des porte-containers. Donc, c'est un projet qu'on a avec la CMA CGM. Cap Sulfure 2020 demande de réduire les émissions de SO2 de l'ordre de 85%. Donc, pour cela, les navires ont plusieurs possibilités. Soit ils utilisent du gaz liquéfié, soit ils utilisent un fuel distillé. Mais à partir du moment où vous consommez 8 millions de litres pour faire une traversée, ben, ça coûte relativement cher. Donc, l'idée qui a été faite, c'est de mettre une unité de traitement de gaz. Donc, cette unité de traitement de gaz travaille en boucle ouverte, c'est-à-dire que je prends de l'eau de mer, je nettoie mes gaz et je rejette dans la mer lorsque je suis très loin des côtes. Et puis, par contre, quand je suis au bord des côtes, il faut que je puisse traiter ça pour ne pas rejeter en mer. Donc, à ce niveau-là, il y a une unité de procédé membranaire. Donc, le slide suivant. Donc, comme c'est Cap Sulfure date de 2020, c'est quelque chose qui a été mis en place sur. Il y a eu des rétrofits à peu près sur 60 bateaux de la CMA et on estime qu'il y en aura encore 60 dans les 3-4 années qui viennent. Donc, ça a été fait un peu rapidement et donc le fonctionnement de ces unités-là n'est pas optimisé. Donc, la CMA nous demande de piloter cette optimisation en fait, de process puisqu'ils sont beaucoup de partenaires qui viennent sur les bateaux, mais ils ne maîtrisent pas chaque étape. Donc, ils nous ont demandé sur la partie membrane de maîtriser pour eux ça. Donc, on intervient sur les bateaux lorsqu'il y a des difficultés. Et là, on travaille sur des effluents donc, provenant de différents navires avec des pilotes, comme celui que vous voyez à gauche, de manière à essayer d'avoir des paramètres optimisés qu'on va déployer sur la flotte. Et on va regarder en particulier l'influence de la navigation, puisque tous les porte-containers n'ont pas la même puissance moteur, les mêmes zones de navigation, Asie, Europe, etc. Et en fonction de ça, la qualité d'eau n'est pas la même et le fonctionnement donc, du procédé membranaire n'est pas identique. Donc là, c'est clair que si le procédé membranaire ne fonctionne pas, on remplit des tanks d'eau sale à l'intérieur du bateau et le bateau consomme encore plus d'énergie. Slide suivant. Donc sur le slide suivant, ça concerne la filtration du vin. Donc dans la filtration du vin, il existe plusieurs filtres, adjuvants, plaques, cartouches, etc., fibres creuses, qui présentent pas mal d'inconvénients. Si je prends les filtres adjuvants, c'est tout ce qui est plus virulent, etc. Donc sur le graphe du bas, vous voyez de la gauche vers la droite la récolte des raisins et à droite la mise en bouteille du vin. Donc on travaille sur le développement, sur la mise en place de membranes en carbure de silicium qui ont des perméabilités 10 fois plus importantes que les membranes classiques, ce qui permet soit de travailler sur des lits et évite ainsi que ces lits restent dans des chambres réfrigérées pendant une année, le temps que ça décante. On travaille sur la mise en bouteille, enfin on essaye de positionner des membranes uniques en fait dans le chai à différents endroits, donc depuis la clarification jusqu'à la mise en bouteille. Donc ça, c'est des études qui ont été faites à Bordeaux, dans un château à Bordeaux et qui maintenant sont installées. Le slide suivant. Donc pour faire ça, on a une plateforme d'essai. Donc la plateforme d'essai va de l'échelle. Ouais. Je vais expliquer, Stéphane. Donc on a à peu près une vingtaine de pilotes. Des pilotes sont containerisés, donc on en amène sur site, qui fonctionnent sur les procédés que je vous ai montrés, donc MF, microfiltration, ultrafiltration, nanofiltration, osmose inverse, bioréacteur à membrane aussi en couplant et puis la pervape. Donc vous voyez qu'on a des unités containerisées qui vont, alors le plus petit qu'on ait permet de faire quelques dizaines de litres par heure et par mètre carré. Et la plus grosse unité, donc vous allez voir le slide suivant. C'est la dernière acquisition. Donc voilà, c'est cette unité-là qui permet de travailler à peu près 360 mètres cubes jour, donc est installée actuellement sur Nantes pour la purification d'eau de mer en continu pour la culture, comme je vous disais tout à l'heure, de microalgues et qui est installée chez le leader mondial actuellement. Voilà, je pense avoir fait les 10 minutes. Ah oui, non, il manque encore 2 slides. Au niveau validation industrielle, pour finir, ouais. Juste, donc, en plus de ça, dans le domaine de la microélectronique, on a travaillé sur le reuse de slurry pour les entités type ST microélectronique qui font de l'abrasion carte à puce. On a équipé tous les bateaux, anciennement SNCM, maintenant Corsica Ferry, pour le traitement des eaux de fond de cale. On a équipé les marins-pompiers de Marseille de 2 unités portatives lorsqu'ils partent en site catastrophe pour produire de l'eau potable sur les sites catastrophes. Avec la photo du milieu, c'est Haïti. Et puis, bien évidemment, pour la partie médicaments, je peux pas vous donner trop d'informations, mais on a développé 3 unités de purification de médicaments récemment pour Sanofi. Voilà, je vous remercie. Merci Philippe pour ta présentation. J'ai juste une question avant de passer à la présentation suivante.
un des forts enjeux de décarbonation dans l'industrie et dans notre filière, c'est le captage et stockage de CO2. Tu parlais des membranes pour le. Est-ce que au niveau captage, stockage et voire relargage du CO2 pour une autre utilisation, est-ce que les membranes, il y a des solutions qui sont Oui. envisageables, matures ou qui pourraient devenir rapidement matures? Non, les techniques sont matures au niveau des membranes Ouais, pour le captage de CO2, le relargage du CO2. Après, nous, on ne le fait pas du tout dans le laboratoire. Le d'accord. laboratoire qui le fait est un laboratoire qui se trouve à Nancy. Et pas plus tard c'était juste avant le Covid, il y a eu une grosse organisation d'un congrès membrane qu'on avait fait sur Nancy qui ne parlait que ça avec les applications et les relargages de CO2 dans les bâtiments, dans les choses comme ça, etc., pour la fabrication de matériaux et tout. Donc oui, ça se fait, c'est mature et il y a beaucoup de recherche et développement dessus, en particulier par D'accord. moment. D'accord. Et pour le captage des dérivés soufrés, là, les gaz soufrés, vous travaillez avec la CMH Oui, oui, on est Ok. on pilote en fait, c'est nous qui pilotons le fonctionnement des unités de la CMA en membrane. D'accord. D'accord. Bah, merci pour ces précisions. Donc, on va Merci. passer à la présentation de Jean-Henri, du docteur Jean-Henri Ferras pour l'équipe traitement des eaux et déchets. Donc, je vais faire comme pour. Voilà. Hop. Je vais mettre la présentation suivante. Oui, merci. Voilà, je l'ouvre et je la mets. Le temps que d'ouvrir le PowerPoint. Voilà, donc voilà, normalement elle va s'ouvrir. Voilà, Jean-Henri, je vous laisse la parole. Et puis bah, je fais pareil, je vais. Alors, peut-être passer en plein écran, voilà, ouais. Merci Stéphane. Voilà, Donc bonjour à tous, donc je suis Jean-Henri Ferras, responsable et animateur de l'équipe traitement des eaux et des déchets. Et donc je vais vous présenter quelques activités de l'équipe. Alors je vais commencer par le transparent suivant, qui est un peu une petite présentation de l'équipe sur la façon dont on travaille. Donc nous sommes 6 enseignants-chercheurs répartis sur la faculté des sciences, l'IUT et l'école centrale. Et on travaille avec effectivement du personnel non permanent, encadrement de thèse, post-doc, et puis on prend aussi régulièrement des stagiaires de tout niveau. On a deux types de liens dans l'équipe pour mener nos recherches. Ce sont à la fois des liens industriels et des liens académiques. Dans les liens industriels, une façon dont on travaille sont soit par des contrats directs ou des chiffres. On fait aussi de la prestation et de l'expertise sur certaines thématiques. Et puis, on a des projets financés, cofinancés, avec des cofinanceurs institutionnels tels que l'ANR ou la région. Pour les liens académiques, on est inséré dans un tissu assez riche, que ce soit les instituts, les fédérations, ce dont Olivier a un peu parlé dans sa présentation, au niveau, on va dire, un peu plus institutionnel. On peut passer au transparent suivant. Alors, ce que fait l'équipe traitement des eaux et des déchets, c'est du design et de l'étude de procédés pour améliorer l'adéquation entre les biomasses et les déchets vers des valorisations matière ou énergie. Alors, on a des expertises dans 3 types de procédés, qui sont les procédés thermiques, physico-chimiques et biologiques. Aujourd'hui, j'en présenterai que 2, les thermiques et les biologiques. Et pour cela, on développe des méthodes qui sont basées à la fois sur des approches expérimentales, mais aussi des développements de code et une partie qui va consister à des intégrations systémiques beaucoup plus larges. Je le répète, l'objectif de l'équipe, c'est d'aboutir à des valorisations matière et énergie dans une meilleure symbiose possible, comme je vais un peu le montrer par la suite. Alors, je ne vais pas être exhaustif dans la présentation de toutes les activités. Je vais commencer par les procédés thermiques, donc c'est le transparent suivant. Voilà. J'ai pris des exemples précis. Les procédés les plus anciens qu'on étudie dans l'équipe, c'est la gazéification en voie sèche. On va voir un peu la démarche. On commence à l'échelle batch. On a des dispositifs expérimentaux de laboratoire qui nous permettent d'analyser les principales émissions
et les principales cinétiques de gasification. Alors, vous avez ici des exemples de ce qu'on peut faire sur des résidus solides, hein, qui sont la phase formée par ce qu'on appelle les mâches-fer d'incinération. En gasification, ça n'a pas vraiment de nom, les cendres, on va dire. Et on regarde, par exemple, l'inclusion des métaux lourds dans les différentes phases porteuses. Sur le transparent suivant, à partir de ces expériences en laboratoire, on a pu, à partir de modélisation, de design de procédés, aboutir à, ici vous avez un pilote qui a été réalisé en collaboration avec la société Veolia, qui traitait 15 kg par heure. Sa particularité, c'était de faire de la co-gasification de déchets humides et de déchets solides. Regardez la conséquence de la gasification sur des déchets réels. Je ne peux pas mentionner les déchets, vous avez ici des exemples de relargage de cinétique de polluants. Aujourd'hui, ces travaux, on les poursuit avec Engie à travers une chaire industrielle, toujours pour regarder les conséquences de relargage en gasification de déchets, que ce soit sur les inorganiques en phase gaz ou sur la stabilisation des inorganiques tels que les métaux lourds sur les phases minérales. Donc, on a aujourd'hui une expertise qui part de la paillasse, je veux dire, jusqu'à la réalisation de pilotes et à la gestion de pilotes. Donc, transparence suivant. Un autre procédé, alors là, il va y avoir un petit peu d'animation, je suis désolé Stéphane, je vais vous mettre à contribution. On va essayer, désolé pour Philippe qui n'a pas pu le faire, mais on va essayer là. Alors là, il suffit d'appuyer sur la barre espace, normalement, ça devrait marcher. C'est l'oxydation en voie humide. C'est là encore une étude qui a commencé il y a, on va dire, une bonne dizaine d'années au laboratoire, et pour laquelle des brevets sont déposés, pour laquelle il y a eu des développements industriels. Le principe de l'oxydation en voie humide, c'est pour les effluents de pouvoir comprimer un déchet liquide, un effluent liquide, et puis on va le mettre en contact avec de l'air, avec des bulles d'air. Et donc si on appuie, je pense qu'on va voir les petites bulles d'air arriver dans l'effluent liquide, et on réalise une oxydation moyenne température, haute pression, et puis on a une eau relativement épurée qui est facilement, quand on revient à pression atmosphérique, hein, que l'on peut facilement séparer de la phase gaz, qui est essentiellement composée d'air, enfin d'azote et de CO2. Alors, je regarde de ne pas avoir la main, je suis désolé Stéphane, effectivement, on peut continuer les animations. Les conditions opératoires pour l'oxydation en voie humide sont des moyennes températures, hein, jusqu'à 300 degrés, et puis à peu près, on est autour des 200 bars. Des temps de séjour qui varient en fonction du type de molécule que l'on doit oxyder. Et puis, on arrive à des abattements de DCO, je pense que c'est le résultat important qu'il faut retenir, très important, proche de 100%, qui sont un peu fonction des conditions opératoires et de la demande qui va résulter de la qualité que l'on demande au rejet. C'est un procédé qui peut être soit en pré-traitement pour produire des résidus organiques qui peuvent être rejetés en station d'épuration comme nutriments, typiquement l'acide acétique, ou alors en post-traitement sur des effluents qui sont biodégradables. Alors, sur le transparent suivant, alors ça, c'est des applications. Les applications, ce sont tous les déchets. C'est moyennement important. On va passer au transparent suivant. On a eu des études sur des déchets pétroliers, puis sur des pesticides qui sont aujourd'hui d'actualité. Les expérimentaux que nous avons au laboratoire, c'est un pilote continu d'un volume 1 litre. Vous avez les conditions opératoires auxquelles on peut travailler. Ce qui est intéressant avec cette colonne, c'est qu'on peut travailler en continu jusqu'à des débits liquides jusqu'à 6 kHz. Donc, on peut avoir d'efficacité du procédé. Et pour le dimensionnement, je vous ai mis un exemple ici de ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, c'est de déterminer en fonction des vitesses superficielles la rétention gazeuse. Et on voit par exemple, c'est un des résultats qu'on a énormément mis en avant, comment la rétention gazeuse est affectée par la vitesse superficielle, par la température et aussi, un peu moins, par la pression opératoire. Alors sur le transparent suivant, voilà, il y avait quelques animations sur la colonne, c'est pas très grave, hein, je comprends.
Alors, l'oxydation en voie humide, comme je le disais, aujourd'hui a fait l'objet d'un dépôt et développement avec le groupe Naval Group pour des installations embarquées pour le traitement des fluents lors de missions. Alors, autre type de procédés, ce sont les procédés biologiques. Les procédés biologiques en collaboration avec des laboratoires de microbiologie qui sont situés sur l'Université Aix-Marseille, donc par exemple avec l'Institut de microbiologie qui regroupe le BIP ou le BBF avec qui on a régulièrement travaillé. La complexité des procédés biologiques se fait à la fois dans le souchage, ce qui ne nous concerne que peu, et puis l'ensemble des voies métaboliques qui doivent être maîtrisées pour aboutir à des fluents, ce qui est notre cas, ou alors dans d'autres cas, par exemple, c'était la dégradation de cellulose pour aboutir à des sucres. Pour ce faire, donc ce sera l'objet du transparent suivant, un certain nombre de méthodologies a été mise en place et on dispose aujourd'hui de différentes échelles de réacteurs, de quelques millilitres à plusieurs litres, donc le plus gros aujourd'hui fait 5 litres. La spécificité, aujourd'hui, on travaille, par exemple, un travail important est réalisé avec, là encore, des phases pré-industrielles en cours sur la production d'hydrogène, de biohydrogène, peut-on dire, sur des effluents urbains. Et les résultats aujourd'hui significatifs ont été l'augmentation du rendement de mol d'hydrogène par litre des réacteurs, donc ça correspond à une intensification du réacteur, avec, comme vous le voyez, durant l'étude de ces 5 dernières années, un changement de TRL très fort, où on est passé d'un TRL1, c'est-à-dire avec nos collègues microbiologistes de l'étude des souches, jusqu'à aujourd'hui des pilotes qui sont en démonstration avec une société qui est basée à Nantes, sur un démonstrateur de 1 mètre cube. Un des résultats importants qui est sur le transparent suivant, alors il faut encore un petit peu cliquer, s'il vous plaît. Voilà, comme ça, on aura tout. Vous avez ici les différentes échelles de réacteurs avec lesquels on peut travailler. On travaille essentiellement avec des cultures fixées sur des supports. Donc, on étudie aussi la qualité des supports. En haut, vous avez des billes de verre. En bas, vous avez des anneaux de garnissage relativement classiques en génie chimique. Et vous voyez ici comment, par exemple, le temps de séjour hydraulique va influer sur la production. Et on se rend compte, par exemple, que le temps de séjour le plus court va grandement améliorer le rendement en dihydrogène. Donc on va pouvoir passer au transparent suivant. Vous avez ici une photo de l'installation en laboratoire de ce que nous sommes aujourd'hui capables de réaliser. Donc, Stéphane, vous m'arrêtez pour le temps parce que je n'en ai plus aucune notion du coup. Oui, encore 5 minutes, max, 3-4 minutes. Bien. Alors, là, je vous ai présenté les procédés. Je vais maintenant en venir à la caractérisation. Ce sont des caractérisations spécifiques qui sont développées dans l'équipe pour compléter et pour fournir les grandeurs caractéristiques au dimensionnement des procédés. Je vais commencer par la rhéologie. Alors, avec une application qui a été mentionnée par Olivier, qui est la rhéologie du mucus. Donc ça, on sort un peu du traitement des déchets. C'est plus une action en lien avec la santé. Comment on a pu caractériser les mucus bronchiques. La particularité des mucus bronchiques, et ce qui fait que ça prouve un peu, je dirais aujourd'hui, la maîtrise de l'appareillage, ça se fait sur des petits volumes à des domaines de contraintes et de taux de cisaillement qui sont très faibles. Donc aujourd'hui, on dispose d'un rhéomètre qui est capable de travailler à des contraintes de cisaillement qui mesurent à peu près des viscosités 10 fois inférieures à celles de l'eau, vous voyez, sur des contraintes qui sont quasiment du centième de Pascal. On peut aussi travailler en température et en froid. Et donc, on arrive à déterminer à la fois les modules élastiques et les modules plastiques, ainsi que, évidemment, les viscosités, dans une grande gamme de contraintes de balayage. Et donc, là, c'est l'objet du transparent suivant, je pense. Vous avez la petite animation qui montre ici, sur des taux de cisaillement proches de 0, le caractère d'hystérésis obtenu sur des mucus bronchiques à partir de ces rhéogrammes
on a pu implémenter des codes de simulation numérique pour améliorer l'extraction des mucus bronchiques chez certains patients. Alors ça, c'est une application santé. Évidemment, la première application c'est faite sur les bouts de stations d'épuration. Je le dis évidemment parce qu'on reste dans le cadre du traitement des eaux, où on a pu mesurer, en fonction de la concentration en bout dans les stations d'épuration, les seuils de cisaillement ainsi que l'évolution géofluidifiante des bouts. Le dernier type de caractérisation, alors là on est carrément, je peux revenir au précédent, je voudrais quand même le présenter s'il vous plaît. Voilà, ça c'est une collaboration avec l'équipe fluide supercritique, hein, parce qu'une des forces de l'équipe, vous l'avez compris, c'est aussi de pouvoir travailler en collaboration quand on n'a pas les compétences. C'est avec les fluides supercritiques sur la calorimétrie. On a mis au point un dispositif de calorimétrie sous pression qui a la particularité, et c'est assez rare pour être souligné, de pouvoir travailler en mode isobar. Donc là, vous avez ici une étude dans des gammes de température relativement faibles. Vous voyez qu'on est autour de la température ambiante. On est à des pressions entre 200 et 300 bars, où on a pu caractériser les transitions vitreuses de polymères. Et donc aujourd'hui, on a ce dispositif relativement unique pour pouvoir travailler jusqu'à des températures de 300 degrés et des pressions au voisinage de 600 bars, en mode isobar ou en mode isocore. Et puis, alors non, voilà. Dernier outil que l'on met au point, dernière méthode, c'est la modélisation systémique. C'est un des derniers résultats de l'équipe. Je ne peux malheureusement pas être exhaustif. Vous avez la modélisation ici d'un réseau d'adduction d'eau. Il y a à peu près là sous vos yeux 200 km de canalisation. Et on a pu modéliser les échanges, à la fois le comportement hydraulique, mais aussi et surtout, c'est ça qui était nouveau dans l'étude, le comportement thermique de ce réseau, dès lors qu'on venait se connecter sur ce réseau avec des échangeurs, des sources ou des puits de chaleur. On rejoint là l'idée un peu de symbiose industrielle, où on va pouvoir connecter différents industriels en fonction de leurs besoins sur le réseau. Et vous avez présenté la qualité du modèle en fonction des valeurs mesurées et calculées sur une année. Alors, on a des petites animations, voilà, c'est pas très grave. Et je vais arrêter là, je vous remercie pour votre attention, et puis vous avez ici les collègues qui participent à toutes ces études. Merci Jean-Henri. Avant de passer à la présentation du professeur Pierrette Guichardon, juste une question rapide sur la production de biohydrogène par procédé biologique. Vous dites que voilà, il y a un développement rapide avec un TRL qui est passé de l'ANSES très rapidement. Est-ce que ça veut dire qu'on est on peut imaginer une phase de commercialisation très rapide de ce type de système? Parce que là, on est juste à la phase avant. Alors, la dernière étape, c'est... Bon, très rapidement, ça a quand même pris quelques années. C'est pas miraculeux non plus. C'est quand même de savoir faire la méthodologie de l'équipe et le fait d'être capable de mener des collaborations. Pour la phase commerciale, je pense que c'est aujourd'hui l'objet de l'étude. C'est notre collègue Audrey Soric qui aujourd'hui est responsable de l'étude. Je pense que c'est actuellement l'objet de l'étude qui est faite à Nantes avec un démonstrateur. Je ne peux pas répondre pour l'instant. Oui, avec des industriels qui sont... Voilà, c'est ce qui est visé en tout cas. Ce qui est visé, c'est qu'effectivement, c'est la commercialisation puisque le démonstrateur doit valider. D'accord. Merci. On va passer donc à la présentation de l'équipe microfluidique et microréacteurs, donc dernier laboratoire présenté aujourd'hui par le professeur Pierrette Guichardon, qui est responsable de l'équipe. Donc Pierrette, si vous voulez que voilà, je vous laisse prendre la main, sauf si vous souhaitez qu'on fasse pareil, comme vous voulez. Madame Guichardon, je ne sais pas si... Oui, pardon, je vous dis d'ouvrir mon micro. Super, on voit votre présentation. D'accord. Alors, je vais mettre en plein écran. Voilà, donc je vais commencer. Bonjour à toutes et tous. J'anime donc l'équipe Prométhée et je vais vous présenter donc aujourd'hui les activités de l'équipe et surtout je vais prendre un peu plus de temps pour présenter les activités génie des procédés. Donc je vais vous
rapidement présenter l'équipe et l'activité principale va porter sur la microfluidique avec une activité sur la microencapsulation par polycondensation interfaciale où je vais vous expliquer les dispositifs que l'on a, les dispositifs Dolomite et Airfeld, et puis je ferai une conclusion. Alors l'équipe est constituée, rassemble 4 enseignants-chercheurs et chercheurs, donc on est 2 enseignants-chercheurs, Marc Jäger et moi-même à l'École centrale de Marseille, et on a 2 chercheurs, Paul Gangchen et Umberto d'Ortona. Alors l'équipe, j'ai quand même redonné un petit peu les différents thèmes de l'équipe. Il y a un thème qui porte sur des micro-objets mous, donc l'étude de ces micro-objets lorsqu'ils sont soumis à des forçages hydrodynamiques. Alors les micro-objets, ça compte la goutte, les vésicules, les capsules, les cellules. Il y a une activité sur l'organisation de petites échelles, notamment des milieux granulaires, et puis une activité sur l'intensification des procédés. Donc l'équipe rassemble à la fois des activités en lien avec la mécanique des fluides numériques. Alors, on me dit que les slides ne changent pas, effectivement. Donc, je ne sais pas si... Ah, vous êtes toujours sur la première... Oui, on est bloqué sur la première slide. Parce que pour moi, ça change. Ce que je vais faire, je vais prendre la main, peut-être c'est plus simple, et je vais balayer les slides. Voilà. D'accord, merci. Donc moi, j'arrête le diaporama. Voilà, ça va passer à mon diaporama. Hop. Voilà, très bien. Donc j'étais passée au transparent suivant. Voilà. Et même celui d'après, on peut aller directement. Voilà, donc j'expliquais les 4 personnes qui travaillent dans cette équipe. Donc il y a des activités mécaniques des fluides numériques. Mes 3 collègues font de la mécanique des fluides numériques et je suis la seule à faire du génie des procédés et de l'expérience. Alors, oui, qu'on peut passer au transparent suivant. Donc, il y a quand même un thème qui fédère l'équipe, c'est l'activité autour de la fabrication de capsules par polymérisation interfaciale, où on va utiliser des procédés intensifiés grâce à leur miniaturisation, de manière à, donc on voit le procédé microfluidique pour la fabrication de gouttes, qui est la première étape de nos fabrications de capsules. Donc sur cet aspect fabrication de gouttes par microfluidique, on a une activité avec Umberto d'Ortona sur la modélisation de la fabrication de ces gouttes dans ces procédés miniaturisés, une simulation qui est basée sur la méthode Lattice-Boltzmann. Et on va aller jusqu'à la fabrication des capsules que l'on peut voir, là, c'est les capsules qu'on obtient. Et ce que vous avez en bas à droite, ce sont les activités quand les capsules ou les vésicules sont dans des environnements confinés, notamment dans des micro-canaux. C'est ce qui est représenté ici. On voit qu'à cause de l'écoulement, il va y avoir des déformations. Donc, c'est ce que j'appelais le comportement sous forçage hydrodynamique. Donc, cette fois-ci, avec une activité plutôt numérique. Alors, je vais donner plus de détails sur l'activité capsule. Donc, on peut passer au transparent suivant. En expliquant un petit peu les atouts de la microfluidique, où on a pour habitude de dire que c'est plus petit, plus sûr et moins cher. Donc, la microfluidique repense complètement le mode de production. Donc, on voit le premier mode qu'on connaît très bien. On part du labo et on va avoir 2 échelles d'extrapolation qui vont suivre pour changer d'échelle et notamment pour aller vers une production industrielle. Et dans ce schéma, on sait que les 2 étapes d'extrapolation ne sont pas forcément triviales. Il faut les mener et ça peut prendre du temps dans le développement du procédé industriel final. Alors, quand on est sur du procédé intensifié, donc miniaturisé, l'idée, c'est cette fois-ci de faire toute l'étape d'optimisation du fonctionnement du réacteur à l'échelle miniature. Et ensuite, donc, on ne mène pas d'étape d'extrapolation, on va paralléliser tous ces micro-réacteurs pour aller vers une production plus intéressante, plus grande. Voilà, on peut passer... Donc, pour faire un petit focus sur la polycondensation interfaciale et la fabrication de capsules, donc c'est un procédé en 2 étapes. On va déjà faire une émulsion avec, dans les gouttes, dans la phase dispersée, on va mettre le premier monomère qui est noté A ici.
Ensuite, une fois qu'on a réalisé cette étape d'émulsion, on va ajouter le deuxième monomère B et on va avoir une réaction interfaciale qui va nous fabriquer la peau de la capsule. Donc, sur ces deux étapes, on les réalise sur deux types de dispositifs. Donc, sur la partie émulsion, on est sur du micro-mélangeur pour faire la mise en contact, la fabrication des gouttes. Et la partie réaction, qui se fait d'ailleurs pas toujours à température ambiante, va aller sur du micro-réacteur. Voilà, on peut passer. Donc, nos dispositifs, on en a deux types principaux. Donc, on a les micropuces, qui s'appellent c'est du matériel dolomite. Donc, voilà, vous voyez la micropuce ici, avec deux types de jonctions. Là, c'est ce qu'on appelle le flow focusing. Et ici, vous avez la jonction T. Donc, ces dispositifs, ils vont nous permettre de faire les micro-gouttes. Donc, l'intérêt de ces dispositifs dolomite, c'est qu'on arrive à avoir une très très bonne calibration de la goutte, ce qui va conditionner la calibration ensuite de la capsule. Donc, on a ces avantages de maîtriser complètement les propriétés des gouttes. Le petit inconvénient, c'est que les débits sont assez faibles. Mais on va voir un petit peu, donc on a des dispositifs Airfeld pour des débits un petit peu plus grands. On va voir ce qu'on arrive à obtenir sur ces dispositifs dolomite, donc transparent suivant. Donc en fonction, dans ces dispositifs de micropuces, la fabrication de gouttes, elle est due à des effets hydrodynamiques. Donc en réglant les débits des phases dispersées et des phases continues, alors on a pour habitude d'utiliser deux nombres adimensionnels, le nombre capillaire, le nombre Weber. On voit que nous, le régime que l'on vise, c'est le régime de dripping, donc de fabrication de gouttes, qui va correspondre là au petit carré noir sur la map des écoulements hydrodynamiques. Si on s'écarte un petit peu de ces débits, eh bien on va aller vers du squeezing ou carrément du jetting. Et là, on voit bien que au niveau des gouttes, on n'est pas on n'atteint pas les objectifs visés. Et en fait, oui, si on va voir sur le transparent suivant, ce qui est très important, c'est le rapport des débits, phase dispersée, phase continue, donc qui va nous permettre de calibrer la goutte. Donc là, vous voyez, vous avez des résultats sur une micropuce de 100 microns. Le canal est de 100 microns au niveau de la jonction. Et en changeant les débits, on arrive à faire des gouttes alors on va même un peu plus haut, de 150 à, on va dire, 60 microns. On peut continuer. Donc, à partir de ces dispositifs, on fabrique des capsules qui sont calibrées, aussi bien en taille qu'en épaisseur de peau. Donc là, vous voyez deux types de capsules. Donc, au-dessus, on a des gouttes à 78 microns et vous avez les capsules correspondantes. Et on a aussi là, des gouttes à 64 microns avec les capsules correspondantes. Alors, ce qu'on a pu voir, c'est que la très bonne... les gouttes qu'on obtient sont absolument calibrées. Et cette calibration de taille, on la retrouve exactement sur nos capsules quand on regarde leur diamètre. Alors, on fait aussi la calibration de l'épaisseur de notre capsule, tout simplement en changeant les quantités de monomère A qu'on va mettre au sein de la goutte. Et on a pu montrer que l'épaisseur de la capsule était directement corrélée à la concentration du monomère dans la goutte. On peut changer, voilà. Donc, toujours sur ces capsules dolomite, c'est pour vous montrer... Alors là, les capsules, elles ont un peu souffert parce qu'elles sont passées au MEB sous vide, donc elles ont un peu éclaté. Mais on voit que la taille des capsules est directement corrélée avec la taille des gouttes. On peut continuer. Donc oui, on a testé différents solvants. Là, vous retrouvez, ça encore d'autres résultats, où on retrouve nos capsules avec des tailles qui varient entre 150 et 60 microns. On peut changer. Alors, l'autre dispositif, c'est le dispositif Airfeld que l'on utilise. Alors, ce dispositif, il a pour avantage d'augmenter nos débits. Donc, quand on veut faire une production plus importante, on va passer sur ce type de dispositif. Donc, vous pouvez le visualiser ici. C'est un dispositif qui est type Lego. Donc, on a différents modules. Là, c'est un micro-mélangeur, le LH2, que l'on peut voir, qui va être alimenté par... Donc, on a nos deux alimentations ici, la phase dispersée, la phase continue.
Et en sortie, on obtient l'émulsion. Donc l'intérêt de ces dispositifs, je vous disais, c'est les débits. Et puis surtout, il existe sur le marché des dispositifs extrapolés déjà. Donc vous voyez le nôtre, là, le LH2, on peut aller jusqu'à du 9 litres par heure. Et dans le commerce, on peut trouver des dispositifs jusqu'à 1000 litres par heure. Alors l'inconvénient de ces dispositifs, c'est qu'on maîtrise beaucoup moins les tailles de gouttes, comme on va le voir, hein, sur le transparent. Donc voilà, là, c'était une étude sur l'encapsulation d'un agent. Et on voit que, effectivement, on maîtrise beaucoup moins les tailles de gouttes sur ce type de dispositif. On peut aller, voilà. Alors, ce que l'on cherche nos efforts, hein, vers quoi on va les orienter pour la suite. Donc là, vous voyez au niveau des figures, des gouttes qu'on arrive à fabriquer, qui sont extrêmement calibrées. Ces gouttes, quand elles ont subi l'étape de réaction de polymérisation interfaciale, on obtient nos capsules. Là, vous avez une photo de l'intérieur de la capsule. En fait, on voit, on a des petites protubérances à l'intérieur de la capsule. Donc, on va continuer à développer ces procédés microfluidiques, notamment en intensifiant nos efforts sur la partie réactive du procédé. Donc, ces procédés, ils paraissent efficaces, hein, pour ce type d'activité. On arrive à fabriquer de manière contrôlée des capsules avec des tailles contrôlées et des épaisseurs de peau. Et surtout, on est sur des systèmes chimiques sans formaldéhyde, puisqu'on est sur, alors je ne vous en ai pas parlé, mais on est sur des capsules étanches. Et sur le marché, en fait, les capsules étanches, c'est beaucoup des capsules en formaldéhyde qui posent des problèmes de santé, notamment, hein. Donc, les réactions qu'on met en œuvre, elles sont suffisamment rapides. Donc, maintenant, on va poursuivre pour tester aussi d'autres systèmes à encapsuler, donc d'autres phases dispersées. Et puis, on va aussi regarder nos différents polymères. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci, professeur Guichardon. Donc, on va passer à la dernière présentation qui est celle de la SAT Sud-Est. Donc, le temps avance vite. Donc, c'est Marie Feuerstein qui va nous présenter la dernière présentation que je vais mettre à l'écran tout de suite. Et en attendant, je voulais juste poser une question rapidement à Madame Guichardon, en attendant de mettre à l'écran la présentation. C'est l'approche scale-out versus l'approche scale-up classique. Est-ce qu'on a une idée aujourd'hui, par exemple, aux applications en chimie fine, à l'échelle industrielle, des économies d'échelle qu'on peut faire au niveau matière, énergie? Est-ce qu'il y a des estimations? Alors, ce type de dispositif, oui, il y a alors, les procédés exacts, je ne les ai plus en tête, mais sur des installations existantes, il y a des étapes de réaction qui ont été complètement remplacées par du micro-réacteur en mettant plusieurs en parallèle. Donc, on arrive quand même, malgré la miniaturisation, à avoir des débits intéressants. Comme je ne travaille pas sur la partie réactive, je n'ai pas en tête les chiffres exacts de gains. D'accord. Et c'est mis en œuvre industriellement, en tout cas. D'accord, d'accord. D'accord, donc ça existe, c'est mis à l'échelle industrielle, c'est déjà. Ouais, surtout sur des synthèses chimiques. D'accord, merci. Bon, on va passer du coup, on va passer rapidement, on va passer à Marie. Donc Marie, le temps avance pas mal, donc est-ce que voilà, tu as 10 minutes et puis après on se gardera 5 à 10 minutes de questions pour terminer voilà, à peu près dans les temps, autour de 35 je pense. Donc Marie, c'est à toi. Pas de souci, vous m'entendez, c'est bon? Voilà, et ben moi je passe les slides, tu peux me dire. C'est bon, du coup, vous m'entendez bien? On t'entend très bien et on te voit bien. J'avais un petit problème au démarrage. Oui, donc moi, je vais juste en fait rapidement vous expliquer quels sont les rôles et les missions de la SAT Sud-Est et du coup, comment on accompagne les chercheurs dans la valorisation des résultats, quelle est la structure, sur quel type de projet on intervient. Et voilà, comment on est en appui sur la partie protection des résultats et transfert de licence et également financement de maturation. Certains chercheurs qui ont présenté les résultats dans cette première partie du webinaire ont travaillé avec nous, ont eu des financements de maturation où on a déposé des brevets sur leurs résultats. Donc, ils connaissent certains systèmes et ils y ont un petit peu
Ils en ont déjà un petit peu parlé dans leur présentation. Moi, je ne vais pas revenir sur les aspects scientifiques. Je pense que voilà, je ne suis pas là pour ça. Donc, je suis, moi, chargée de transfert de technologie au sein de la SAD Sud-Est. La SAD Sud-Est, c'est une entité privée, mais à fonctionnement public, à financement public. Et en fait, on est là pour valoriser les résultats de la recherche. Oui, tu peux passer à la deuxième slide. Des établissements publics de la région sud. Donc, on travaille avec l'Université d'Avignon, évidemment Aix-Marseille Université, Toulon, la Corse. On a une chargée de transfert qui est basée en Corse et qui du coup, gère tous les projets en Corse. On va également jusqu'à l'Université de Nice, plus tous les actionnaires, centres ou sites de recherche particuliers comme l'INSERM, le CNRS, Centrale Marseille, la PHM, voilà, qui font partie de notre périmètre. Donc, on va travailler uniquement sur les inventions qui proviennent de ces laboratoires-là, enfin des résultats de recherche publique de ces laboratoires. Et également, on est mandaté donc par ces établissements pour travailler sur la protection de la propriété intellectuelle et le transfert de licences de brevets par ces établissements, et uniquement lorsque ce sont des résultats propres aux établissements publics de recherche. C'est-à-dire que nous, on ne va pas intervenir sur tous les projets collaboratifs, et dans ces laboratoires où il y a beaucoup de développement pré-industriel et de prototypes, il y a beaucoup de collaborations industrielles qui sont gérées par les établissements Aix-Marseille Université, le CNRS ou Centrale Marseille, qui vont gérer toute la partie collaboration. Nous, on est vraiment sur le brevet ou le savoir-faire ou le code, mais sur des résultats issus uniquement de financement public. Tu peux passer à la slide suivante. Donc, juste un petit historique, on a été créé en 2012 dans le contexte des programmes d'investissement d'avenir. On a bénéficié du FEDER. Il y a un réseau des SAD, c'est-à-dire qu'il y a des SAD dans tous les départements en France, enfin, départements ou départements joints, ça dépend un peu des périmètres. Il y a à peu près 14 SAD qui couvrent donc toute la France. Et donc, on interagit par contre avec toutes les entreprises que l'on souhaite. Le périmètre, il est défini que pour les laboratoires. Voilà, tu peux passer à la slide d'après. Donc, on sait que pour transférer des résultats vers des industriels, c'est-à-dire qu'on a des résultats issus de la recherche publique, on va décider de protéger, donc on va investir dans la propriété intellectuelle. Donc, il y a une prise de risque importante au niveau financier. On a des financements pour protéger, pour intervenir donc sur et financer les brevets. On a aussi des financements pour faire de la maturation, c'est-à-dire amener le résultat vers un besoin industriel. Et ça demande du temps aux équipes de recherche qui vont être impliquées dans ces programmes de maturation, sur des programmes plus de transfert que de recherche pure, en fait. On intervient après un certain niveau de TRL et de monter des projets, d'aller chercher des industriels. On sait que, voilà, on va investir sur des projets et on va prendre ce risque. En fait, les SAT ont été dotés de financement pour prendre ce risque, pour justement valider des besoins industriels pour qu'après, les partenaires industriels disent d'accord, on va prendre une licence parce que via le programme de maturation, vous avez dérisqué certains aspects technologiques de l'invention qui nous permettent de nous investir. Du coup, c'est un pendant des collaborations, c'est-à-dire qu'ils ne participent pas aux résultats de recherche, mais ensuite, ils vont pouvoir prendre des licences et les exploiter. Ouais, tu peux passer à la slide. Donc, en fait, il y a un parcours. Hein. D'abord, on protège avec la propriété intellectuelle. On reçoit une déclaration d'invention des chercheurs. Ensuite, on peut faire des maturations, financer des maturations avec ou sans partenaire industriel. Et ensuite, déployer avec la bonne forme juridique, c'est-à-dire qu'ensuite, on a une équipe projet qui se monte autour du projet, un chargé de transfert. On en a dans plusieurs thématiques. À l'équipe projet vient se greffer un ingénieur brevet qui va faire le lien avec le cabinet de propriété intellectuelle pour tout ce qui est dépôt, stratégie de propriété intellectuelle. Et on travaille également en équipe avec un juriste qui va établir tous les contrats d'accords de confidentialité, d'accords de transfert de matériel quand c'est le cas avec des industriels, les contrats de licence. Et on peut être également mandaté par les établissements lorsque dans les contrats de collaboration,
l'industriel demande d'ores et déjà à ce que les conditions d'exploitation soient validées, alors qu'il n'y a pas encore forcément les résultats. Parfois, les industriels demandent ça. On a eu ce cas justement avec le laboratoire Fluides Supercritiques. Donc, on accompagne aussi sur l'accord de copropriété d'exploitation avec les juristes sur les aspects, nous, uniquement au niveau de l'exploitation financière et juridique de futurs brevets ou de futurs résultats communs. Donc, comment ça fonctionne? Tu peux passer, on va voir les différentes étapes. Donc, on les a déjà vues rapidement hein, dans un premier temps. D'abord, les chercheurs déclarent leur invention. Ensuite, on protège. Ensuite, effectivement, on peut publier le cas échéant si on n'est pas sur un savoir-faire. Une fois que le brevet est... que la demande a été déposée, on peut effectivement envoyer des publications. Alors, j'ai plus la presse. Stéphane? Marie, tu m'entends? Oui, on voit plus la présentation? Oui, c'est normal, on va avoir une coupure de courant. Ah d'accord. Donc, je peux continuer sans support et puis quand ça reviendra, on reviendra. Donc, en gros, on protège. On met en place une stratégie de valorisation qui peut être soit du licensing vers des entreprises existantes, donc chercher des besoins, mettre en place un projet de maturation et négocier des parties d'exploitation, ou alors on peut accompagner les chercheurs aussi vers la création d'entreprises quand ça arrive, ou le transfert vers une start-up pour que les résultats soient exploités au sein d'une start-up. Donc, tu peux te remettre au temps 2. Voilà. Donc, le 2, c'est trouver le bon marché, le bon besoin, et ensuite, on finance le projet de maturation. Et ensuite, le temps 3, c'est la partie licensing, négociation avec les industriels d'un contrat de licence exclusive en fonction d'un domaine, d'un marché, d'une application. Tu peux passer à la slide 10, Stéphane, qui résume un peu le process global. Voilà, donc ça, c'est le process global de transfert de technologie au sein de la SAD, c'est-à-dire qu'on part de... Nous, on est vraiment... alors, on essaie de faire un peu les deux, mais en gros, on part quand même des résultats du chercheur, on protège et ensuite, on fait des études de marché, des preuves de concept, on protège par la propriété intellectuelle pour faire un transfert vers l'industrie ou vers la création d'entreprises. On rencontre aussi pas mal de grands groupes ou d'industriels qui peuvent nous exprimer des besoins. Et quand on connaît bien les labos, et c'est pour ça aussi qu'on fait de la sensibilisation auprès des équipes, qu'on va dans les labos et qu'on a vraiment besoin de connaître, on est plus efficace quand on connaît bien les thématiques qui sont développées dans les laboratoires, puisque quand on va échanger avec certains industriels qui nous rapportent des besoins ou des recherches, notamment au sein du réseau des SAT. Il y a un réseau qui fédère tous les grands groupes qui viennent par le réseau dire, voilà, nous, on recherche telle technologie de polymères biocompatibles et les domaines stratégiques en ce moment, c'est ça. On peut aller chercher dans les laboratoires quand on les connaît bien et bien cibler le laboratoire pour dire, voilà, est-ce que vous auriez quelque chose? S'il n'y a rien de déjà concret et validé, on réoriente vers de la collaboration, on continue, on met quand même les gens en lien. Et s'il y a quelque chose qui peut être breveté et transféré, dans ce cas-là, on rentre dans notre rôle de transfert de technologie. Voilà, tu peux passer à la slide 11. Donc voilà, ça c'est vraiment InnoCrea, c'est une offre qui est particulièrement designée pour les chercheurs qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. En ce moment, il y a beaucoup de dynamique dans ce domaine-là, aussi bien avec les soutiens BPI, les Deep Tech Tours, les concours IPHD pour les doctorants. Voilà, il y a une vraie dynamique d'accompagnement des chercheurs, des doctorants, une volonté de l'État hein, d'aller vers des créations de start-up et de BPI aussi, de soutenir toutes ces actions. Donc, il y a pas mal
d'événements autour de ça et de dynamisme dans ce domaine-là. Donc, s'il y a des chercheurs ou même des doctorants qui souhaitent se lancer, on a vu le cas, Christelle évoquait le cas d'un doctorant qui a lancé son activité suite à une thèse. Voilà, c'est des choses qui sont de plus en plus en tout cas soutenues aussi bien financièrement que par des accompagnements de formation. Voilà. J'ai repris ensuite dans quelques slides certains projets. Je vais juste les passer rapidement puisque je ne vais pas revenir sur la science, mais c'est pour donner quelques exemples. Voilà, on a certains projets, donc on peut voir voilà, sur certaines technologies. Là, c'est un projet de l'équipe des procédés membranaires avec Philippe Moulin sur une combinaison donc, de filtres de membrane et de liquide ionique pour l'extraction de polluants organiques. On a déposé une demande de brevet, on a fait des extensions en Europe et aux États-Unis, on a financé un programme de maturation qui avait certains objectifs donc de valider sur d'autres procédés. On est vraiment sur les maturations, de valider le procédé, pouvoir l'étendre à des effluents industriels, par exemple, mettre en place un prototype qui va permettre voilà, d'aller à l'échelle au-dessus et de prendre des contacts avec des partenaires industriels et donc de pouvoir leur apporter des résultats qui peuvent leur donner envie d'aller plus loin. Là, on est toujours en recherche d'un partenaire pour le licensing sur ce projet Membrane SF. Sur la slide d'après, on est sur le projet Tempo qui est aussi issu du M2P2 avec Philippe Moulin et Olivier Boutin, Mathias Monod de l'équipe. Donc là, c'est une combinaison entre deux procédés. Comme le disait M. Ferras, il y a des possibilités justement d'avoir des combinaisons entre les différentes équipes. Et c'est très pertinent. On n'a pas de brevet, on est sur un savoir-faire secret pour cette technologie, avec une maturation qui a été faite donc pour valider la faisabilité sur petit volume à grande échelle, développer un prototype et travailler sur des effluents réels. Ici, nous sommes toujours également en recherche d'un partenaire industriel, quoique c'est un petit peu plus particulier, c'était plutôt pour aller vers un développement de plateformes et d'offres de services. Là, c'est les projets pour lesquels il y a eu des maturations. On peut passer à la slide d'après. Une maturation sur un procédé dont a parlé Christelle, porté par Elisabeth Badin et Christelle Crampon, sur un procédé d'extraction fluide supercritique sur une suspension microalgale. Donc là, on avait financé une maturation. On a déposé une demande de brevet qui a été étendue en Europe et aux US et validée dans certains pays français et pour lequel on recherche également. Pour l'instant, on a eu des premiers résultats de maturation qui ont permis de valider le procédé, mais avec des rendements encore insuffisants pour des applications industrielles. Donc, on continue à chercher des prospects. Et un dernier exemple rapide qui a été évoqué aussi sur ce projet-là, le projet Blister, on a déposé une demande de brevet, on n'a pas financé de maturation puisqu'il y a un projet en cours qui est en cours et qui permet de développer avec des partenaires industriels. Mais là, par exemple, les résultats étant en amont de ce projet de collaboration, pour pas qu'ils rentrent forcément dans la collaboration, pour bien montrer que c'est des résultats qui correspondent à de l'art antérieur propre au laboratoire, on a fait un dépôt d'une demande de brevet en amont de la collaboration qui pourra ensuite, par la suite, une fois validée, être transférée peut-être à un des partenaires du projet. Voilà, il y a une dernière slide qui reprend globalement l'ensemble des résultats de la SAT depuis sa création. Je ne sais pas si elle est tout à fait à jour, puisque ça change beaucoup, mais voilà, c'est à peu près les volumes sur lesquels on travaille de déclaration, d'invention, de projet de maturation, d'investissement en maturation. En fait, nous, on est évalué aussi par l'ANR, la BPI, on a des objectifs de chiffre d'affaires, de licences signées, de dépôt de propriété intellectuelle, d'investissement en maturation. On a des dotations, il faut qu'on montre qu'on les investit sur des projets d'avenir. Voilà. Et voilà, je vous remercie pour votre attention sur cette partie. Merci Marie. Merci à tous pour vos présentations. Ça montre la richesse
autant des domaines d'activité que des applications, parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup d'applications industrielles qu'offrent le laboratoire MP2 et les équipes procédés. Donc, bon, on arrive quasiment au terme de ce webinaire. On va garder 5 à 10 minutes si vous avez, pour les questions. Donc, si il y a des personnes qui veulent poser une question directement, n'hésitez pas à lever la main. On privilégiera les échanges directs. Sinon, dans les 5-10 minutes qui nous restent, je vais relayer donc les questions qui ont été posées par chat. Et notamment, je vais commencer par Philippe qui doit nous quitter très vite. Philippe, il y a une question sur le développement spécifique utilisé dans les différentes applications. Le développement des différentes membranes spécifiques utilisées dans différentes applications font-elles l'objet d'une production nationale ou est-ce que ce sont d'autres pays qui disposent de la technologie? Non, il n'y a pas de développement spécifique par application. Le marché des membranes est suffisamment fourni en fournisseurs de membranes, etc., qu'on se fournit auprès de fabricants membranes ou étrangers en fonction des membranes qu'on a besoin pour l'application souhaitée, mais on ne développe pas de membranes spécifiques. On utilise des membranes spécifiques, mais on les développe. D'accord. Ok. Alors, il y a une autre question sur les microplastiques dans les effluents. Peuvent-ils être dégradés par l'oxydation par voie humide? Donc ça, je pense que c'est une question pour Jean-Henri. Les microplastiques dans l'effluent, est-ce qu'ils peuvent être dégradés par oxydation par voie humide? Alors, on a alors, la vraie difficulté, on a fait des essais d'oxydation de plastique et on va dire que ça fonctionne. Hein, c'est pas la difficulté sur les vraiment microplastiques, ça va être la caractérisation. Et donc aujourd'hui, je ne vais pas être catégorique parce que tant qu'on n'aura pas les outils de caractérisation amont-aval, je ne peux pas apporter de réponse catégorique, je vais rester prudent. Par contre, sur ce qui est on va dire la dégradation de plastique par oxydation en voie humide, il y a eu des actions en ce sens au laboratoire et on va dire que l'oxydation fait son travail de conversion du plastique de façon assez importante, avec des taux d'abattement relativement significatifs. Après, quand on parle de plastique, vous savez qu'il y a une vaste famille, donc il faudrait peut-être être un peu plus précis. Je ne vois pas d'inconvénient, de verrou à ce que les microplastiques soient convertis, soient dégradés. Simplement, avant d'en apporter une certaine preuve, il faudrait vraiment qu'on arrive aujourd'hui à se mettre d'accord sur la caractérisation des microplastiques. Je rejoins Jean-Henri, effectivement. Actuellement, on a un partenariat avec Perkin-Elmer pour la caractérisation en taille, nombre et type de polymère en amont et en aval des procédés, justement, pour répondre à ces questions-là. Donc, c'est en train d'être mis en place avec Perkin et le MDP2. D'accord. Au niveau de la réglementation aussi, c'est pas encore bien arrêté, tous ces microplastiques, on n'a pas encore. À ma connaissance, il n'y a pas de réglementation, en tout cas sur les eaux urbaines. Hein. Je n'ai pas entendu parler. Je ne vais pas me répéter en disant que pour l'instant, on a quand même un gros problème. On sait qu'ils sont là, mais en taille, en nombre, en qualité, beaucoup plus compliqué. L'oxydation en eau humide peut être assez sévère et donc il n'y a pas vraiment de limitation à ces conversions. Oui, non, mais juste, je posais la question par rapport, c'est Bernard Vigne de l'ADEME, je vais mettre la caméra. Je posais la question parce que le microplastique dans les effluents, c'est une vraie question. Bon, ils se retrouvent quand même dans les stations d'épuration absorbés à grosso modo 80% sur les boues. Bon, après, ça reste un problème de valorisation des boues. Et donc, je discutais avec GRT Gaz, ou alors c'est plutôt sur la gazéification hydrothermale, ou alors c'est encore plus violent en termes de pression et de température, où justement ces microplastiques pouvaient disparaître. Bon, alors c'est vrai que GRT Gaz, eux, poursuivent l'objectif de produire du méthane et de l'hydrogène pour l'injecter dans le réseau, ce qui est aussi une autre dynamique. Hein. Donc je voulais savoir si justement avec ce procédé d'oxydation d'oxydation humide, s'il y avait une dégradation possible. Alors c'est vrai que c'est très difficile, moi je comprends que vous êtes chercheur, moi ma formation c'était ça aussi initialement, c'est d'avoir un amont et un aval pour pouvoir avoir une idée claire des différents polymères qui peuvent se trouver, mais
Quand vous avez des microplastiques de toute nature issus du lavage des vêtements en machine à laver dans les effluents, vous avez toute une batterie de polymères aussi divers et que variés, quoi, hein. Voilà, c'est ça. L'oxydation en voie humide permet quand même des abattements des charges organiques. On a travaillé aussi sur les pesticides, hein. Il y a actuellement dans les stations d'épuration, il y a toute la problématique des composés Absolument. pharmaceutiques. Et donc, l'intérêt qu'elle a, c'est qu'elle est non sélective. Donc, plus la charge organique sera importante, plus l'abattement sera important. Enfin, c'est pas tout à fait vrai, mais enfin, l'abattement en charge organique est quand même très important. Et les taux d'abattement que j'annonçais peuvent être très importants. Ils ne ciblent pas particulièrement quelques molécules. Il y a toujours moyen, après, sur des molécules très, très réfractaires, d'augmenter les températures et de passer en oxydation hydrothermale à des plus hautes pressions, des plus hautes températures. Si vraiment on avait des problématiques spécifiques sur certains effluents, sur de l'urbain, je pense que l'oxydation en voie humide pourrait s'appliquer, moyennant quoi il faut savoir l'intégrer dans un ensemble plus grand, parce que si on veut du jour au lendemain passer toutes les sorties de toutes les stations d'épuration en oxydation en voie humide, ça va être des dimensionnements plus conséquents. C'est pas tellement le coût, mais ça va être l'intégration énergétique du procédé dans un ensemble un peu plus important, y compris la filière boue, par exemple, hein, qui permettrait peut-être de relever la pertinence économique. Aujourd'hui, sur des effluents très dilués, hein, si on vise une eau en sortie, bon, ça serait peut-être pour l'instant pas pertinent. Après, couplé à des problèmes de corps pharmaceutiques ou autres, ça peut avoir un gros intérêt. Oui. Ok. D'accord. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Vigne. Merci, Monsieur Vigne. On a le temps de prendre encore une dernière question, une ou deux questions. Donc, juste encore une question pour Jean-Henri concernant la production de biohydrogène. Y a-t-il présence d'acides gras volatiles? Et si oui, comment sont-ils éliminés? Ou comment l'hydrogène est-il purifié? Alors, sur la présence d'acides gras. Alors, alors là, il y a des acides gras volatiles sûrement dans les voies métaboliques. Après, la question porterait sur des acides gras qui passeraient en phase gaz, c'est ça? Oui, c'est ça. Et si c'est le cas, comment sont-ils éliminés? Ou comment on purifie l'hydrogène? Voilà. Alors là, honnêtement, j'ai pas de réponse. Je peux pas vous répondre. Il faudrait se rapprocher d'Audrey pour ce genre de détails. La composition de la phase gaz en hydrogène est assez riche, hein, des fractions volumiques ou fractions molaires assez importantes. Il y a un peu de CO2 pour l'équilibre stoichiométrique. Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'autres volatiles. On travaille quand même à très basse température. Donc, ça, je ne peux pas vous dire. La purification, à ce jour, n'a pas fait l'objet, à ma connaissance, de recherche spécifique pour l'instant. À part la séparation avec le CO2, c'est plus facile. Bon, puisqu'on arrive au terme de ce webinaire, j'en profite pour dire que de toute façon, les participants qui souhaiteraient avoir plus d'informations après le webinaire, poser des questions, nous, Novachim, on est là pour mettre en relation, donc vous mettre en relation avec les labos et pour en discuter avec l'ensemble des équipes, justement, peut-être sur des sujets, voilà, avec dans les équipes ou les collaborations avec des personnes qui peuvent répondre plus sur certains points que d'autres. Donc, voilà. De toute façon, le but, c'est de vous faire découvrir les laboratoires, les activités, les applications. Et derrière, nous, on est là pour vous mettre en relation avec les laboratoires de manière spécifique si vous souhaitez discuter de technos spécifiques ou si vous êtes intéressé par des technos spécifiques. Voilà. Il y avait une dernière question que je pose pour Christelle et après, on terminera. Mais je vois qu'elle a répondu, mais je la pose pour tout le monde. Est-ce que vous pensez qu'il soit économiquement envisageable de tenter d'extraire les adjuvants toxiques, type retardateur de flamme, des plastiques inifugés grâce au fluide supercritique? Christelle. Oui, donc la réponse est peut-être. En fait, ça va surtout dépendre de la classe chimique des adjuvants. Après, ceci dit, il y a des applications industrielles viables qui fonctionnent sous très haute pression, hein. Il y a des applications industrielles sous 800 bars qui sont viables. Donc après, il faut surtout faire des essais, je dirais, à petite échelle pour voir la solubilité
de ces adjuvants dans le CO2 supercritique pour après effectivement pouvoir extrapoler sur la viabilité ou pas. D'accord, merci Christelle.